Yeah, good morning, everyone. Today, I'm really happy to to host this session on reaching the COVID-19 vaccine target groups. COVID-19 pandemics have been, by its impact, unprecedented in the world because of it has shut down our activities, cut people from their beloveds, and really completely diminished our activities in all countries almost. From WHO last estimate, we have now over 1 million deaths around the world. And most of them were really the target group with elders and with medical conditions. To discuss this theme, we have convened 4 experts from global level and from 2 regions just to discuss how the vaccine that will be on track now, and we know that this vaccine will need some prioritization, how the target group that will be selected for this vaccine can be met. The 4 panelists are Adama Sawadogo, who is health specialist at UNICEF Program Division based in Copenhagen. He will be presenting the global perspective and some of the issues we have been discussing on how those targets can be met, knowing that each region will have its own specificities. And we have also selected Euro regions because of they have probably already some experience of vaccinating these targets. And Oleg Benev, who is immunization officer at WHO Euro region, will provide some insight on the experience of the regions reaching the elders and what are the platforms that exist already in this region for vaccinating those populations. He will be followed by 2 panelists from African region. The first will be Serge Ganivet, who has long experience working with WHO and UNICEF, and currently supply chain officer in Wekaro. He will be presenting what are the strategies and how in the African context they can be reaching those target populations. And then we'll conclude with Claude Mangobo, who is a supply chain advisor at the regional office, who will be highlighting some of the challenges we may be facing reaching those populations. Without further delay, I will pass the floor to Adama for highlighting what are the global thinking here around those reaching those targets. Adama, the floor is yours. Thank you, Mr. Solo. So the question actually I want us to think about is how the supply chain will play for COVID-19 vaccine deployment. We all know that to be efficient, the option of supply chain should be adapted to the type of vaccine to be delivered, the vaccination strategy to be implemented to reach the target population. But what do we know for COVID-19 vaccine so far? Still, some unknowns on the vaccine and the cold chain requirement are still, under discussion because we don't have the full picture of the characteristics. But what do we know for the scenario so far? We do know that to reduce mortality and protect healthcare workers and even the healthcare system in general, prioritized population group have been defined. The first priority group is the frontline workers in health and social care settings. These are estimated to be around 3% of the national population. The second group is high-risk adults. We have adults over 65 years and adults with comorbidities, and this group is around 17% of the national population. So we can note that these groups are obviously not the standard group targeted by existing immunization program.
in countries, be it routine immunization or mass campaign. So here today, I want to start the discussion on how to reach the group of priority target group by looking at two contexts. The first context is the developing countries context. So this table presents the different target groups, the different priority target group, and the potential delivery strategy, how to locate and number the targets, how reachable is the target, and some comments. As you can see in this table, if you take the frontline workers, the potential delivery strategy should be the fixed site using the health facilities. But how to locate them, how to number them, robust and satisfactory micro-planning is necessary. We should list all health facilities. We should engage with professional associations and also the private sector. How reachable is this target? When it comes to frontline workers, health workers, I think that it's easier to track this target group, and we can estimate that we can even around 100% of this target, if not at least around 90%. But of course, we have to build confidence and promote the demand. Are scattered in different sites. So we should think about fixed outreach and mobile strategy using multi-sectorial and coordinated approaches and different delivery sites. For example, you can think about the pension service, different ministries, villages, and so on. To locate and number these targets will be really a challenge. But if you go with a robust micro-planning, including hard to reach, nomadic, minority groups, with, of course, a clear community engagement, the families, the traditional leaders, the religious institutions, the civil society, the NGOs, and community-based association, I think that we can, reach a good number of these targets, but it's not easy to track. It's difficult to track, and we cannot even estimate how much will be reachable. Here, we need to make sure that we run a good communication strategy and an awareness and address the hesitancy from the different groups, including this one. The adult with comorbidity is the same, but here, I think that we should include in the micro-planning specialized healthcare institutions. Use also for how to locate them, some patient support groups exist in different countries for different comorbidity, and use also the civil society and the NGOs should help us to locate and number the target. Here too, the target will not be easy to track, but it's a challenge, but we have to also run the specialized communication messages and raise the awareness and control and address the hesitancy of people fearing this vaccination with this vaccine. For developed context, this is another context. For developed countries context, going through the same type of analysis, you can see in this table, for frontline workers, I think we can have easily this population and even reach, if not 100%, at least over 90% of this
frontline workers, using the health facilities and micro-planning through the list of health facilities, engaging health facilities and health workers, professional association, and also the private sector. For adults over 65 years old, I think here too, we have to think about fixed outreach and mobile strategies, but using, for example, the pharmacies, the doctor's offices, the large car parking areas, hit and run, transit points. This can be used as strategy to reach these over 65 years old. But also using emails to reach out to active adults, because these people can be joined by emails, but also using patient support groups, including the pharmacies, the retirement homes, the doctor's office, family doctor's office can also be used to locate and number this target. Here, we think that in this context, this target population can be reached, and we can even achieve over 90% of this target group. Of course, we should put, a point to raise the awareness and also the communication to reach these people so that they come to this vaccination. For the adult with comorbidity, I think the same way we can use the doctors, the pharmacies, the retirement home, use active adults through, reach active adults through their emails as well. And we can hope to reach over 80%, if not 100% of the target. So these are just some thinking around how to reach these target groups. And I will conclude by saying that so far, if you look at since March this year, the COVID vaccine has demonstrated that to be effective, the community engagement is key. And it will also be key for the vaccination if we have vaccine available to do so. Delivery strategy and experiences from previous diseases like Ebola, like H1N1, and using innovative multi-sectorial and coordinated approaches and different delivery sites should be helpful to reach the priority target group. Here again, I will stress that critical is the community engagement in shaping the deployment strategy. Community need to be really involved and support the implementation. Also, we should think about how the deployment can integrate other health products to the vaccine delivery. Going to these groups, do we need or do we plan to have other products integrated to the delivery, the deployment, like therapeutics, like diagnostics? These are questions that need to be taken into account when we are planning for the deployment of a COVID vaccine. I stop here for just introducing the subject and for discussion. Thank you very much, Adama, for mapping these potential strategies that can be implemented to reach these critical priority target group. Now we want to know the concrete situations, and I would like to call upon Oleg for giving how this is actually conducted in Euro country, in Euro context, as they have already probably experience of reaching this target population. Oleg, the floor is yours. Thank you, Solo. In Euro, we have a broad range of countries. We have 53 member states across various income groups, geographical areas, various health systems, and definitely reaching those priority target groups for COVID vaccination is a question which we want to find answers to it as well. As a first step, we try to document, to find out what is the available experience to vaccinate adults.
And from that perspective, we try to look at the published literature studies, but also look at available data through the annual joint reporting form. And that allowed us to identify the following. We found out that out of 53 member states in the region, actually 49 do have already vaccination programs for adults for various vaccines. We are speaking about influenza, tetanus, diphtheria, pneumococcal, and so on and so forth. And it's quite a number of antigens which is delivered to adults across countries. Most prevalent is definitely influenza vaccination. So we could find that 48 member states do have in place vaccination policies for healthcare workers. And a same number also have influenza vaccination policies for adults with high-risk chronic conditions. And 42 member states also had recommendations for vaccination of residents in long-term care facilities. And that provides quite an important information that there are already ongoing programs in place, and there are ways how adults are reached with those vaccinations. So we try to identify what are those potential platforms. And the finding is that actually primary care physicians and nurses were the place where adults were getting vaccination in most of the cases. But we also had various other platforms identified, such as dedicated immunization services in several countries. We had vaccinations organized by public health institutions, in particular for adults. In a number of countries, we could find occupational health services, which in particular were dealing with immunization of health workers across a broader number of diseases. In Europe also, there is an expanding experience of providing influenza vaccination in pharmacies. And more recently, in particular, again, thinking about influenza vaccination, innovative approaches such as drive-through vaccination sessions in various places, in parks, in recreational areas, are practiced by some countries. It is also worth mentioning that there are issues which we also have to take into account with the current vaccination of adults. Monitoring coverage is a problem, and the big problem is defining denominators. And many countries actually are not able to monitor it. So we need to think about how to address it. And one of the very important findings which we have is low and suboptimal coverage amongst health workers. Health workers are going to be our first target priority group. And actually, experience shows that it's a group which is not easy to vaccinate. And also they have a role in promoting trust to vaccines and convincing other population to provide vaccination. So our experience in Euro is that we really have to pay much more attention to health workers, trying to make sure that they fully trust to vaccines, they accept vaccines, and they recommend vaccines to others. I would stop probably here outlining once more that it's very important to look out of the EPI box, to look at various other available services. We know in many countries, influenza vaccination, for example, is not managed by EPI, but by other programs. So it's very important to have this mapping of available services and resources in place. Over to you. Thank you, Oleg, for highlighting the real.
these vaccinate the elderly populations in this context? Yeah, thank you, Mr. Chairman. Contrary what's happened in Europe, what President Oleg in our African region, we do not have influenza vaccination program. So this group, the elderly and medical risk group, they are not usual for the target. They're not usual target for the API program. You know, we have some experience in some countries where we organize campaign like against polio or yellow fever for population up to 60, 65 years old. But to say the truth, we don't have much experience. So this is something we have to think about it. The LED groups, you know, what Adama said, you know, how to identify them, how to locate them. There was some structure where we can identify them, like the administrative service for pensions, the civil registry officers, the veteran associations, the play circles, you know, where they met to play games, or institution for elderly or retirement houses, you know. But what we have to know also is that this group, they're quite difficult to convince. It's not like the parents, when you want to vaccinate their children, they know already the advantage of the vaccination, that they were vaccinated when they were young, you know. But this group, we need a strong argument to convince them to be vaccinated, to ensure that there is no side effect in regard to their age or to their illness. And above all that, we need to take time to discuss with them. It's not as with the parents, as I said, which is quite easier. But these people, we need to convince them, so we need to take much more time to discuss with them. The good thing is that usually, especially the radical groups, they do not move much, you know, from one place to another place. So it should be quite easy to meet them. Okay, but they don't have access to the social media. Most of them, they're not linked, they're not connected to the social media. So that means we need to rely on community actions to sensitize, mobilize the notables, community, religious leaders, you know. And also, we have a good experience, we have good support from the community health workers that we use for the immunization program in all countries. They know very well their population. They know very well their area. They know how to give the message, how to, you know, to discuss with the community. So probably we have to think to brief them, to give them additional information, how to communicate with adults. Voilà, comment communiquer avec les différentes personnes. Et c'est quelque chose de différent. Et pour cela, nous devons peut-être envisager des choses spécifiques pour les groupes cibles, comprendre leurs préoccupations, leurs problèmes, pour cibler leur sensibilisation. Comment trouver les meilleurs messages pour les convaincre d'être vaccinés et d'être certain que cela aura un impact sur le contexte de la pandémie. La stratégie, comme cela a été présenté par Adama, dépendra de la caractéristique du vaccin que nous ne connaissons pas encore très bien, la température, les conditions, le dosage, etc. Et ce sera probablement une stratégie de mix de mobile, outreach, point fixe et de visites à domicile pour ceux qui ont une mobilité réduite. Donc, nous devons envisager différentes stratégies, différents sites. Mais comme je l'ai dit, avec toutes les campagnes que nous avons organisées dans les régions africaines, nous sommes assez habitués avec tout cela. Nous avons une bonne expérience de tout cela. Et avec toutes les épidémies que nous avons dû gérer. Donc, je pense que c'est le point clé que nous devons envisager dans le contexte de vaccination de ces groupes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Serge. Je pense que il y a toujours des manières d'atteindre ces populations à condition que les éléments que tu as mentionnés soient mis dans l'organisation et dans les stratégies pour le développement. Je voudrais me tourner vers mon collègue
Claude, il y a peut-être des défis qui ne sont pas faciles. C'est pour ça qu'il n'est pas facile de voir quels défis vous devez gérer pour vacciner ces personnes âgées. Merci. Claude. Pour la parole. Effectivement, la mise en œuvre de cette vaccination au niveau de la région va poser énormément de problèmes. D'abord pour la planification, et comme Adama a souligné dans sa présentation, il faut une bonne microplanification, c'est vrai, mais la microplanification sans maîtrise du dénominateur, ça risque de poser des gros soucis pour la mise en œuvre. Et donc, le premier élément qu'on doit absolument essayer de cerner dans cette vaccination, c'est la maîtrise du dénominateur, parce que c'est là qui va permettre de garantir l'accès à tous les groupes qui sont ciblés. C'est vrai que pour les personnels des premières lignes, ce sera un peu plus facile parce qu'on peut les identifier dans leur lieu de travail. Mais pour les autres groupes, ça ne sera pas une tâche facile parce que les personnes de plus de 65 ans, généralement, sont des personnes qui sont retraitées. Et donc, la plupart des cas, ils sont à la maison. Elles sont à la maison. Ces personnes ne travaillent pas, elles sont à la maison. Et beaucoup ont également des limitations pour se mouvoir. Et donc, difficile pour se rendre dans les sites de vaccination. Et donc, la question de planification est vraiment une question cruciale dans l'organisation de cette activité, de manière à ce qu'on sache qui doit être vacciné et où il faut le trouver. Ça, c'est une grande question qu'il faudra résoudre. Et dans les contextes de la région où il n'y a pas assez de maisons de retraite et la plupart des personnes de cette tranche d'âge sont dans les maisons. Et également pour les personnes avec des conditions sanitaires précaires, notamment avec des maladies chroniques. Également, c'est vrai, il y a des associations qui encadrent ces malades, mais il se pose un problème au moment de la mise en œuvre. Est-ce qu'on pourra clairement identifier ces personnes de manière à ce qu'elles reçoivent les vaccins quand le moment viendra? Parce que ces associations, certainement, ne retracent pas ou n'encadrent pas toutes les personnes avec des conditions sanitaires précaires et qui nécessitent l'accès au vaccin. Alors, un autre élément important, c'est à prendre au titre des défis, c'est la mise en place de la stratégie qui sera appropriée pour atteindre les groupes ciblés. Parce que pour les personnels de santé, on pourra facilement mettre en œuvre la stratégie fixe, mais pour les autres groupes, il sera très compliqué. Il y a des associations des diabétiques et il y a des associations des personnes vivant avec les VIH ou des malades de cancer. Et toutes ces organisations devront être identifiées parce que probablement elles doivent jouer un rôle très important dans l'identification des personnes ciblées pour cette vaccination. Et donc, très important pour nous d'organiser la distribution des vaccins dans les sites qui ne sont pas conventionnels. Ça, c'est un défi également parce que la vaccination, jusqu'alors, c'est au niveau dans les systèmes de santé. Tout est organisé dans les systèmes de santé. Alors que pour le cas de cette pandémie, la vaccination devra aller au-delà du système de santé. On devra penser, et également j'ai aimé ce que Oleg a dit, on doit penser en dehors du système de vaccination. Comment est-ce qu'on pourra organiser les activités? Ce n'est que de cette façon-là que nous allons peut-être surmonter certains défis, notamment liés à l'accès aux personnes avec des problèmes de santé qu'il faut localiser là où elles vivent et aussi les personnes âgées. Et donc ça, c'est un gros défi qui nous attend pour l'organisation de cette vaccination. Alors, un autre élément important également, c'est l'organisation de la chaîne du froid. Parce que nous connaissons la faiblesse dans notre système de santé et en particulier dans les secteurs de la vaccination, où la plupart des pays ont fait des efforts, certes,
mais il y a encore des gros challenges pour maintenir la chaîne de froid à un niveau adéquat. Et donc, ne connaissant pas les caractéristiques des vaccins que nous aurons à utiliser pour cette vaccination, l'organisation de la chaîne du froid devient un maillon à prendre vraiment avec beaucoup d'attention, de manière à ce qu'on puisse assurer que les vaccins qu'on administre est un vaccin qui est bien conservé et qu'à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement, un type d'équipement des chaînes de froid approprié est disponible afin d'assurer une bonne vaccination. Ça peut être des glacières à longue durée de conservation, des porte-vaccins avec suffisamment des capacités pour transporter des doses importantes des vaccins et atteindre les cibles. Il y a un autre challenge également auquel on doit s'attendre, c'est l'enregistrement du vaccin dans les pays. Comment est-ce que les pays, à travers les NITAG, à travers les comités scientifiques, vont gérer, n'est-ce pas, l'aspect de ce nouveau vaccin qui va arriver et pour lequel beaucoup de pays ne sont pas encore préparés, ne connaissant pas les caractéristiques, la formulation, les informations critiques sur ces vaccins ne sont pas encore connues et donc les pays devront être appelés à accepter ce vaccin. Et donc, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'organiser pour notamment l'enregistrement des vaccins dans les pays et sa mise en circulation? C'est également un challenge que les pays, un défi auquel les pays seront confrontés et que certainement au niveau global, des groupes spécifiques comme les SAGE devra penser comment est-ce que les pays devront surmonter ce défi, parce que ce sera un réel problème auquel les pays seront vraiment confrontés. Et un autre défi également que je trouve également non moindre, c'est l'organisation de la communication, notamment avec l'implication des autres secteurs. Parce que pour réussir cette activité, l'implication des autres secteurs, notamment les ministères des Affaires sociales dans certains pays ou les ministères qui s'occupent de l'encadrement des personnes de troisième âge, mais aussi les associations ou des organisations non gouvernementales qui appuient les activités relatives aux maladies non transmissibles et pour lesquelles certaines personnes seront des cibles pour cette vaccination. Et donc, comment faire en sorte que la multisectorialité soit bien mise en exergue de manière à ce que ça ne soit pas le problème du secteur de la santé seul, mais que tous les secteurs qui sont intéressés de manière à ce qu'ils puissent faciliter l'accès aux populations cibles soient réellement impliqués. Ça, c'est aussi un gros défi dans la mise en œuvre de cette vaccination. Quel rôle que chaque secteur va jouer de manière à ce que les énergies soient fédérées afin que la vaccination des personnes de ces groupes ciblés puisse se faire avec facilité et atteindre les couvertures estimées, comme Adama a dit, pour certains groupes jusqu'à 90%. Voilà un peu les quelques problèmes qui nous attendent et auxquels nous devons apporter des solutions pour que les pays réussissent la mise en place de ce vaccin. Merci à vous. Merci beaucoup, Claude. I think we have made the... Merci, Claude. Je pense que nous avons écouté toutes les présentations de nos orateurs. Je les remercie. Je pense que nous avons une vision globale de toute la question par rapport au point de vue global. Et la stratégie potentielle a été définie par Adami. Les stratégies et les groupes qui peuvent être mobilisés ici et là en fonction du contexte, suivis par Oleg, qui a présenté les exemples concrets de la région euro où des plateformes et des expériences existent pour la vaccination des personnes âgées et des agents de santé. Et enfin, Serge et Claude ont souligné comment on pouvait organiser et maximiser les activités individuelles
qui ont été réalisés pour ces populations âgées pour organiser la vaccination pour la COVID dans le contexte africain. Et ils ont souligné les défis en insistant sur la nécessité d'une approche et de stratégie non conventionnelle et probablement pour essayer de développer des systèmes meilleurs et de se baser sur des chaînes du front mobile pour atteindre ces populations. Et je pense qu'ici, nous pouvons ouvrir, passer la parole aux questions et aux discussions. Okay, thank you. Thank you all. I've seen that we have. Merci à tous. Merci à tous. Je vois que il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits dans le chat. Vous avez partagé vos expériences, vos commentaires. Lydie, I think Je vois une question de Lydie au Soudan du Sud. the need for strengthening the On parle communication. des besoins de renforcer la communication puisqu'il s'agit d'une nouvelle population cible, That is not yet tout du moins dans certains pays vaccinated qui n'avaient pas encore l'habitude de campagnes d'immunisation, de vaccination. Et la communication ici est clé. Pakistan has Notre highlighted collègue Naïm au Pakistan a souligné target population that will be vaccinating there. Les grands nombres de populations cibles qui doivent être vaccinées et donc la possibilité de répartir ces populations cibles en différents groupes, en différents lots pour la vaccination. Et l'OMS est à la tête d'un groupe de priorisation en partenariat avec l'UNICEF et il devrait y avoir un moyen d'harmoniser cela afin d'identifier différents groupes au sein des pays. Par exemple, si on a besoin d'une vaccination, de campagne de vaccination en deux parties, en deux étapes, pour pouvoir atteindre différents segments de la population, en commençant par les professionnels de santé, puis d'autres cibles, d'autres populations cibles. Une autre question, allons-nous limiter cela à la population de personnel de santé et personnes âgées? Eh bien, je crois qu'un de nos membres du panel, Adama ou Oleg, peuvent y répondre. Qu'est-ce qui est proposé? Nous avons ciblé seulement ces deux populations. Y a-t-il d'autres Est-ce qu'il y a d'autres populations qui vont être marginalisées? Merci, Suleiman. Merci à tous on this topic. It's really a huge topic pour votre intérêt sur ce thème. C'est très intéressant car nous devons atteindre la population ciblée. Et d'ailleurs, à ce sujet, il s'agit d'allouer les vaccins afin de renforcer, protéger le système de santé dans les pays. Cela pourra avoir un impact sur la mortalité, le taux de mortalité de la COVID-19. Et pour atteindre cet objectif, il y a deux groupes cibles prioritaires. Ces deux groupes sont pour commencer les personnels de première ligne, les personnels de santé ainsi que les travailleurs sociaux. Cela nous permettra de solidifier notre système de santé ainsi que de protéger ces travailleurs. Et puis ensuite, les personnes âgées. Et quand on parle de personnes âgées, on inclut tout d'abord les adultes de plus de 65 ans, ainsi que tout adulte atteint de comorbidité.
Nous avons observé que ces groupes cibles sont ceux qui souffrent le plus de la COVID-19. Et pour les protéger, nous devons nous assurer qu'ils sont vaccinés en tant que groupe prioritaire. Et bien sûr, au sein de ces deux groupes, on peut aller au-delà en fonction de la disponibilité des vaccins et en fonction de ce que chaque pays définit en tant que groupe prioritaire. La recommandation est de fortement cibler les travailleurs, les personnels en première ligne et les personnes âgées. J'aimerais demander à Serge de répondre à cette question. Je sais que Claude a souligné les défis en anglais et vous avez également mentionné ces difficultés dans le contexte africain. Est-ce que vous pourriez résumer en 2 mots quelles sont les difficultés clés, les défis clés que Claude a soulignés? Yes. C'est à moi de vous poser la question? Oui, en anglais, s'il vous plaît. Mohamed a demandé de répéter ça en anglais. Alors, les principaux défis auxquels nous pourrions faire face dans notre région, que nous n'avons pas encore de programme qui cible ces populations, plus particulièrement les groupes de personnes âgées. On ne sait pas quel est le dénominateur. C'est pour ça qu'on a besoin de définir, de les localiser, comment les identifier, comment les atteindre. Nous avons donc besoin de mettre en place une planification et de définir différents acteurs pour que nous puissions collecter des données et des informations à ce sujet. Donc ça, c'est une des difficultés. Deuxième difficulté, la distribution. Elle est clé, elle fait partie de la macro-planification. Il s'agit donc de la localisation et du moyen de transport du vaccin également. Olivier insiste sur le rôle du secteur privé afin d'atteindre ces populations. On sait que même dans les pays en développement, il y a de plus en plus de personnes âgées qui se tournent vers le secteur privé pour des soins curatifs. Et j'aimerais demander à Oleg, pour commencer, de nous parler de ses attentes dans une région de la part de ces services, le rôle instrumental des personnels de santé. Puis Claude pourra nous parler de la perspective du continent africain. Oleg. Merci beaucoup, Suleiman. Pour commencer, je dirais qu'il est important également de constater que tout n'est pas fait de manière fluide. Il y a de multiples problèmes à prendre en compte et plus particulièrement de pouvoir évaluer les programmes PEV. Il est important de penser en dehors de ce monde PEV, mais quelles sont les autres plateformes potentielles que l'on pourrait utiliser. Puis, le deuxième point porte sur l'immunisation des personnels de santé qui peut représenter un défi dans de nombreux cas. Le personnel de santé est essentiel dans l'immunisation de ces groupes, mais également d'autres personnes. Ce sont des influenceurs clés. Cibler le personnel de santé, travailler avec eux, comprendre leurs besoins, leurs préoccupations, trouver des solutions. Cela requiert un effort beaucoup plus granulaire, beaucoup plus détaillé. Et ça, c'est un grand défi auquel nous faisons face dans de nombreux pays européens. Les aider à
être entièrement impliqués et confiants dans ce qu'ils font, puisque leur sécurité est au cœur de nos projets, de nos travaux. Merci beaucoup, Oleg. J'aimerais passer au contexte africain. Serge et Claude, nous savons que les systèmes de chaîne d'effroi sont clés pour la vaccination de toute population, où qu'elle se trouve. Et en vous fondant sur ce que vous avez souligné et ce que Oleg a mentionné en termes de stratégie, il semblerait que cela implique une vaccination à distance au sein des communautés. Comment est-ce que vous percevez ce niveau de chaîne de froid? Maybe Claude first. Peut-être Claude peut commencer? Oui, je peux commencer. Information. Yes, it's a key question. C'est une question clé. Health system is weak. And, dans nos régions, les systèmes de santé sont parfois fragilisés et les chaînes de froid peu efficaces. Et nous savons que de nombreux pays s'efforcent à améliorer les capacités de chaînes de froid, mais nous savons également que nous devons faire davantage d'efforts à ce niveau. Il est important également d'ajouter que le secteur privé d'impliquer le secteur privé dans cette planification, puisque la supply chain du secteur privé pourrait aider à distribuer les vaccins ou pourrait nous permettre d'utiliser les sites de secteur privé pour organiser des vaccinations là-bas, dans ces lieux. Dans de nombreux pays, dans les zones reculées, les zones rurales, nous n'avons que peu d'infrastructures. Mais lorsque le secteur privé est présent et possède de bonnes infrastructures, nous pouvons nous en servir pour distribuer les vaccins, mais également s'en servir comme site pour pouvoir atteindre les populations ciblées par ces activités. Je crois que ce serait la contribution que je pourrais partager et la manière dont nous pourrions impliquer le secteur privé dans la supply chain. Okay, thank you, Serge. And then... Although the quality or the capacity might be not sufficient or adequate. Même si les capacités ne sont pas toujours adéquates avec la CCOP, il y a une grande amélioration, beaucoup de matériel supplémentaire qui permet d'améliorer la capacité des chaînes de froid au niveau des infrastructures. Donc moi, je suis assez confiant sur le niveau infrastructure. Je crois que la difficulté peut être le renforcement des activités d'immunisation, puisque suite à la pandémie, cela a été grandement fragilisé. Nous avons mis en place de nombreuses campagnes. Cela peut entrer en conflit, mais cela nous permet d'avoir une occupation au niveau régional, national ou d'autres niveaux intermédiaires de la chaîne du froid. En plus du secteur privé que Claude a mentionné, nous avons également de l'expérience avec les conteneurs réfrigérés. Cela coûte moins que d'acheter des chambres froides supplémentaires. C'est assez facile d'en trouver dans les pays et en général, on peut s'en servir. La transportation, le transport et certaines options au sein du secteur privé. Nous avons pu voir de grandes campagnes mises en place au sein des pays. Il s'agit maintenant de les analyser et d'identifier les différentes options disponibles. Merci. Adama, j'aimerais vous poser une question. Regarding the characteristic of the vaccine that is
caractéristique du vaccin qui n'est pas encore bien déterminée. Vaccine may come at -20 down to the chain. Il y a la question des températures à -20, -17. How do you see the addressing vaccine with those such characteristics? Comment est-ce que l'on peut prendre en compte ces vaccins et ces caractéristiques? Merci Souleymane. J'aimerais commencer par dire quelques mots sur le secteur privé, car il semblerait que c'est un bon sujet à prendre en compte. Comme ma collègue l'a dit, le secteur privé peut être très utile en termes d'entrepôt, d'immunisation, de transport. Et quand on parle du secteur privé, il faut être conscient qu'il y a un dialogue en cours sur l'implication du secteur privé, puisque c'est totalement nouveau dans ces systèmes. Et c'est pour cela qu'il faut donc prêter davantage attention à l'appropriation du pays, du ministère de la Santé, qui doit être extrêmement protégé pour s'assurer qu'il n'y a pas un contrôle parallèle effectué ou justement certains aspects qui deviennent hors de contrôle lorsque certains acteurs sont nouveaux dans le pays et ne connaissent pas le système mais cherchent à jouer un rôle clé. Il est important donc de le souligner. En ce qui concerne votre question, il y a encore des inconnus sur les caractéristiques du vaccin. De nombreux vaccins candidats sont en train d'être testés, mais certains scénarios peuvent être pris en compte. Des scénarios clés comme les vaccins de 2 à 8 qu'on connaît ou d'autres scénarios qui impliquent des vaccins à -80, comme c'est le cas pour le vaccin contre l'Ebola, qui requiert -80 en termes de température. Donc ça peut être un défi, mais cela ne devrait pas nous inquiéter. Le pays jouera un rôle clé pour la réception de ces vaccins. Donc, pour l'instant, nous pouvons cartographier les capacités de stockage, de transport des pays et nous assurer que ces informations sont disponibles. Il s'agit donc de comprendre comment nous pouvons réduire ces écarts. Bien sûr, aucun vaccin à -80 ne pourra être utilisé si le pays n'a aucune capacité. Mais pour comprendre comment nous pouvons obtenir un appui pour respecter ces températures, il faut se rappeler que nous sommes dans un contexte de pandémie. Une pandémie veut dire que nous ne connaissons pas toutes les caractéristiques. Si un vaccin est très efficace à une certaine température, en tant que responsable de supply chain, nous devons développer des compétences, des directives pour pouvoir surmonter cela et protéger nos populations. Tout est donc ouvert, peut-être discuté, il ne s'agit pas de paniquer, mais il faut simplement s'intéresser aux capacités des pays, aux capacités de chaque pays. Et si vous pensez avoir besoin d'appui, de soutien, assurez-vous que vous êtes prêts à recevoir les vaccins et pouvoir stocker ces vaccins. Merci, Adama. J'ai une question à vous poser sur les populations cibles. Est-ce que ce pourcentage qui a été donné concerne les pays européens ou s'applique au niveau mondial? Une autre question, quel est le facteur d'acceptation de ce vaccin? Cela mettre en lien avec les besoins de communication, d'adhésion de la population. Les personnels de santé
peuvent être utilisés en tant qu'influenceurs. Oleg, donnez-nous votre point de vue sur ces deux questions. La population cible est 3%, 17%, les chiffres au niveau européen ou mondiaux, et l'acceptation. Yeah. So first of all, when it comes to defining national priorities. Lorsqu'il s'agit de définir les priorités nationales pour la vaccination de la COVID-19, chaque pays devra inclure ces mécanismes techniques propres pour définir ces priorités. Cela se fondera sur les technologies disponibles, les programmes produits. And taking into account also issues related to equity. Cela également implique les questions d'accès équitable. À ce niveau, il s'agit de mettre en place un quota d'allocation pour l'approvisionnement de chaque pays. Et il s'agit donc de prendre en compte les forces de personnel de santé. Bien sûr, cela varie énormément en fonction des pays, des régions. So definitely, in Germany, for example, en Allemagne, il est certain qu'il y a plus de 4% de personnes de la population qui font partie du personnel de santé. Tous ces besoins doivent être contextualisés. That's an important aspect to take into account. C'est un aspect à prendre en compte. I think the last word. Je crois que un dernier mot sur l'acceptation. In terms of acceptance of vaccines. Alors oui, l'acceptation du vaccin. Are we just assuming that it's just smooth like? Experience. C'est une expérience qui est sans heurts. Non, on vient dans un contexte de pandémie. Un vaccin qui concerne également le personnel de santé. Et selon mon expérience personnelle, c'est que cela peut être très difficile au niveau des pays. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont échoué à vacciner le personnel de santé. Nous devons comprendre que les personnels de santé font partie des personnes les plus éduquées dans le système de santé. Ils savent comment se protéger sans vaccination et ils peuvent avoir une connaissance liée au potentiel de sécurité. Ils n'ont pas forcément l'information sur la sécurité d'utilisation du produit. Et moi, d'après mon expérience, c'est que nous devons aller sur le terrain et nous devons parler aux travailleurs de première ligne, comprendre pourquoi ils n'acceptent pas ce produit, quelles sont leurs inquiétudes. Cela nous permet de garantir de pouvoir être préparé et de préparer un ensemble de documentation que l'on peut leur communiquer. Je dirais que ça, c'est un des principaux défis. Merci Oleg, j'aimerais, avec votre permission, conclure sur ces mots, remercier les membres de notre panel, Adama, Serge, Claude, pour leur présentation, leur excellente présentation, ainsi que vous-même, grâce à vos interventions sur le chat. Et nous allons désormais donner la parole au secrétariat. Merci d'avoir participé à cette session. C'était un très bon choix et vous avez permis de préciser cette question. Merci à vous.